Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h du Rassemblement démocratique du peuple camerounais au mouvement pour la renaissance du Cameroun, en passant par l'Union nationale pour la démocratie et le Social Democratic Front, excepté le PCRN. Les formations politiques en lice pour le double scrutin de février 2020 ont choisi les investitures comme mode de désignation de leurs plénipotentiaires. Le PCRN, pour sa part, choisit le consensus comme règle et les primaires comme l'exception. Ces méthodes ont pour but de retenir des hommes et des femmes capables, au-delà de tout, de faire gagner leurs différentes formations politiques. Au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, si au niveau de ces élections, l'on dit vouloir mettre l'accent sur les jeunes et les femmes pour permettre l'émergence de nouvelles figures au détriment de certains classiques, on constate que ces directives sont diversement accueillies à l'intérieur du parti. Ces hommes et femmes investis par leur formation politique sont dans certains cas imposés par la hiérarchie. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Nadine Yambo et tout de suite après c'est le débrief du journal. Madame, Monsieur, tout de suite et maintenant c'est le fait du jour. Investiture au primaire, choix de la base ou consigne du sommet. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Davinci Kameni. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir les auditeurs, les téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Davinci Kameni, de la conscience. Et un salut particulier aux populations de Loum, des amis du MRC qui sont des combattants. Je les salue très très cordialement. Un salut particulier au président élu, le président Maurice Kamto et puis tout le directoire. Voilà. Voilà en face de vous, Fautine. Bonsoir Fautine Zodjou. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Bonsoir à la population de la commune de Bamenjou, donc Bamenjou, Bangambawan et je dirais Bameka. Voilà. Voilà, comment vous avez terminé? C'était un véritable chemin de croix pour vous? Constituer vos dossiers, votre dossier? Oui, ça dit qu'on a comme l'impression que la constitution du dossier est plus difficile même que gagner l'élection. Je pense qu'il va falloir que les gens écrivent même des mémoires sur la constitution des dossiers de candidature dans notre pays. Et si possible, même que les thèses de doctorat soient faites en ce sens-là, parce que je pense que cette méthode doit désormais intégrer les cours de sciences politiques. Moi, personnellement, c'est jusqu'à... Lorsque vous discutez avec ceux-là qui ont eu l'habitude de ces choses-là, est-ce que 2019 pour les élections de 2020, c'est différent de 2013? Ils disent que c'est plus complexe maintenant. Oui, les anciens camarades qui ont déjà eu à participer à une élection disent n'avoir jamais rencontré autant de difficultés dans la constitution des dossiers. Et moi, ça ne me vient pas à mémoire d'avoir déjà un jour entendu qu'on cherche un maire sans trouver, qu'un sous-préfet va disparaître durant 4 jours, qu'on va dans une ville comme Konsamba à manquer même les huissiers qui vont faire des constats, que les certificats de non-redevance doivent obligatoirement être retirés dans la circonscription, même si ce n'est pas dans cette circonscription que vous payez vos impôts. Parce qu'on peut vivre à Douala 3e alors que notre employeur, la direction de notre entreprise se trouve à Bamenda et que c'est à Bamenda qu'on paye nos impôts. Donc on ne sait pas sur quel fondement juridique. Voilà, tous ces
je dirais, tout ceci se justifie. On ne sait pas si c'est une affaire de 2019, si c'est parce que les nouveaux candidats ou les nouveaux partis politiques sont entrés en lice. Mais ça n'a jamais été autant compliqué. Moi, j'étais présent en 2013. Moi, je travaillais même déjà. Vous n'étiez pas candidat? Je n'étais pas candidat, mais je travaillais dans l'entreprise d'un candidat qui a d'ailleurs été un ancien maire. Voilà, j'ai vu des camarades, des collègues, des habitants de mon quartier aller faire le dossier le matin et rentrer avec la totalité des dossiers le soir. Mais sauf que nous sommes à 2 semaines et il y a des gens qui n'ont pas encore fait 50% du dossier. Mais j'ai quelque chose quand même, rassure, permettez. Oui, rapidement. Oui, c'est que, en fait, 2019 est en train de démontrer en réalité le vrai visage de notre pays. C'est que difficilement la démocratie est en train, déjà même, elle est non seulement elle est inexistante, mais elle ne semble même pas... la démocratie est inexistante? Non, elle est quasiment inexistante dans cette mesure où... quasiment. Oui, je dis quasiment inexistante dans cette mesure où, jusqu'à présent, depuis que les gens crient, le gouvernement est resté muet. Okay. Les gens continuent de crier jusqu'à maintenant, alors que nous sommes à 48 heures. En fait, déjà demain c'est samedi, les bureaux normalement doivent pas être ouverts. Après dimanche et lundi on va fermer. Mais le gouvernement est muet et après on va dire qu'on aille aux élections. On va voir ça la semaine prochaine. On accueille donc sur ce plateau André Luther Meka. Bonsoir André Luther. Bonsoir et... Je m'inquiétais déjà André Luther. Hein? Non, ne vous inquiétez pas. Lorsque nous donnons rendez-vous, nous, voilà, vous respectez. Nous honorons un rendez-vous. Merci d'avoir invité le RDPC. Oui. Et je voudrais saluer tous les téléspectateurs et vous constatez que tout le pays est dans l'effervescence des élections, et notamment le RDPC, où véritablement vous pouvez constater qu'il y a une saine émulation. Vous êtes partie prenante pour... Oui, j'ai postulé pour être investi dans mon parti à Douala 5e. Et j'ai promis à tous les électeurs que je vais faire un seul mandat. Et vous faites un seul mandat? Un seul mandat. Et... Tout un engagement, hein? Vous dites non, non, c'est pas un engagement, c'est tout à fait naturel, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Oui. Il y a la communication de mon parti, il y a l'enseignement, il y a la recherche, donc il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais juste m'occuper, n'est-ce pas, de la jeunesse, de la scolarisation, la formation et l'épanouissement de la jeunesse dans ce mandat. Si je suis investi par mon parti, je fais un seul mandat et toutes les indemnités et avantages, je crois que nous allons mettre cela au service de la jeunesse. Ok. Bon, André Luther, vous avez suivi toutes les plaintes qui fusent des 4 coins du pays. Il y a surtout le cas Konsamba 2e. On me faisait comprendre ce matin que, après, on a vu dans le journal de Cédric Noufele hier que le sous-préfet demandait à ces candidats MRC là, de se présenter aujourd'hui avec des témoins. Ils se sont rendus là-bas en Konsamba 2e avec les témoins. Ils ne veulent toujours rien entendre. Disons que je ne suis pas là pour juger les autorités. Ce qui est sûr, c'est que lorsque les autorités prennent un certain nombre de décisions, c'est par rapport à des informations qu'ils reçoivent. Il y a une police administrative, il y a un certain nombre de données qu'ils reçoivent et qui leur permettent, n'est-ce pas, de demander un certain nombre d'informations aux Camerounais. Mais ce que j'ai constaté dans la République, c'est que je pense que les autorités délivrent les papiers, puisque moi-même, je suis dans le champ politique, j'ai rencontré beaucoup de opposants. Mais il n'y a que les candidats MRC qui se plaignent. Comment comprendre ça? Disons que... Yaoundé 3, Yaoundé 4, on a vu Yaoundé 3 avec le professeur Alain Foguet. Yaoundé 3, il y a Konsamba 2e, on parle de qui aussi? Disons que c'est un très bon constat. Comme quoi on peut dire peut-être que le MRC dérange, parce que comme vous pouvez le constater, il y a le SDF, il y a l'UDC, et l'UDC a qui aussi, ils ne se plaignent pas. J'ai constaté aussi qu'il y a beaucoup de surenchères verbales au niveau, n'est-ce pas, de MRC, et j'ai toujours demandé que lorsqu'il y a ce genre d'informations, qu'il y ait des vidéos, parce que c'est important de témoigner de la véracité de ces propos. Vous savez, je me rappelle encore une fois où M. Pendaïkoka a suffoqué parce qu'ils avaient envahi la salle du tribunal
tribunal et on a dit qu'il a été, il y a eu tentative d'assassinat. Donc ce genre de surenchère est tout à fait de l'apanage, n'est-ce pas, du MRC. Moi je pense, d'après ce que j'ai observé depuis que je suis en train de faire les dossiers, j'étais avec les gens du MRC, j'étais avec les gens de l'AFP, du SDF, c'était tellement convivial et les bureaux des sous-préfectures sont tout ouverts à foison et véritablement on signe à l'appel tous les dossiers. Donc certainement qu'il y a des zones, des niches de résistance par rapport, n'est-ce pas, c'est un nombre d'informations que les autorités ont et je crois que nous aurons l'opportunité de juger de cela avec des preuves à l'avenir. Fortune Zodio, vous m'avez dit qu'à certains endroits, il y a des huissiers qui refusent même de faire des constats. En fait, quand j'écoute mon frère André Luther Meka, on se demande même s'il parle du Cameroun. c'est vrai qu'il est du mouvement du rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est déjà bien comme il promet de faire un seul mandat, sauf qu'il soutient quelqu'un qui a déjà fait tellement de mandats et n'est même pas déjà prêt à laisser. Bon, c'est un paradoxe. Non, ça c'est l'engagement de André c'est son Luther. engagement. Je pense que ça devrait faire partie de ses valeurs. Et sur la base de ce principe-là, on accorde que son soutien à ceux qui peuvent également limiter, voilà, les mandats. Mais pour revenir aux difficultés, vous savez, il dit que des sous-préfets et ses autorités ont sûrement des informations André, que l'homme de la Doxa n'a pas. C'est jaleur. Sincèrement, pour un début, j'ai cru qu'il s'agissait d'un problème individuel. Donc, j'avais voulu accuser les sous-préfets parce que ça ne manque pas dans les organisations sociales qu'il y ait des personnes qui décident de vivre en marge de la loi ou d'abuser de leur pouvoir pour nuire à la population. Mais le premier cas à dénoncer sur ce plateau, c'est moi en fait qui avait commencé la dénonciation médiatique. C'était sur ce plateau, c'était le cas de la mairie de Bangou. Oui. Et ça a été remédié le lendemain. Mais au même moment donné où je parlais de la mairie de Bangou, il y avait d'autres mairies et même des sous-préfectures. Sauf que jusqu'à présent, vous avez par exemple vu en Kinkem, un de nos camarades s'est fait blesser par le sous-préfet et son chauffeur. Parce que après avoir attendu 4 jours devant le bureau du sous-préfet pour obtenir son certificat de résidence, de domicile, le sous-préfait demande d'aller produire un ensemble de pièces. Et oui, moi je suis natif de la ville. Moi, si je vis chez mes parents, vous ne pouvez pas me demander de payer les factures et ainsi de suite. Moi, en fait, je suis natif de la ville. Moi, je suis là pour, si vous voulez connaître si je réside, demandez-moi autre chose que les factures, les frais de location, alors qu'en fait, moi, je suis chez nous. Alors, quand il a insisté que l'on doit produire son papier, il s'est fait battu. Alors, le problème est devenu systémique dans la mesure. Est-ce que les autres candidatures MRC à Kekem ont eu les mêmes problèmes? Vous parlez de Ngakam. Oui. Est-ce que les autres ont eu les mêmes problèmes? Les autres candidats de ce côté-là, oui, certains n'ont pas eu de problèmes, oui, et d'autres ont eu des problèmes. Moi, comme celui de Ngakam? Oui, comme Gaëtan, lui, il s'est même fait battu. En fait, je vais dire quoi, parce que André Luther Meka parle d'un ensemble d'informations que le sous-préfet peut avoir. André Luther, moi je pense que si tous les sous-préfets se comportaient comme le sous-préfet de Bamenjou, on n'allait pas avoir ce problème. Ça veut dire qu'il y a des sous-préfets. Non, je vais y revenir. Moi, je l'avais. Donc c'est des cas marginaux. Je dis que le problème devient systémique. Pourquoi? Systémique. Oui, le problème devient systémique parce que depuis qu'on dénonce, les médias dénoncent, les réseaux sociaux dénoncent, les gens en parlent, le gouvernement n'a pas réagi. Vous voyez le problème? Le gouvernement ne réagit pas. C'est ça qui rend le problème systémique. Donc on se pose la question, est-ce que si le reportage passe, parce que c'est pas seulement Equinox que j'ai vu le reportage, d'autres médias ont montré comment les Camerounais ont des difficultés à obtenir les dossiers, à établir les papiers, des simples choses qu'on aurait dû obtenir en se rendant dans une mairie. Alors, je pense que le gouvernement devrait rapidement réagir et même ramener à l'ordre ces sous-préfets, ces maires qui ont confondu leurs fonctions au militantisme partisan.
et leur demander de respecter les principes de base de la République. Parce que si on recrute un sous-préfet, c'est pas pour qu'il demande à un militant, par exemple, vous pensez que le MRC va faire quoi? Alors qu'un sous-préfet pose de telles questions à un militant, je pense qu'il a perdu sa casquette de sous-préfet. Alors les autres partis ne rencontrent pas de problème. C'est la question qu'on se pose, parce que j'aurais voulu comprendre dans la foulée qu'il y a au moins un militant du RDPC qui dit aussi, moi je n'ai pas pu obtenir tel papier. Mais comment expliquer qu'à Yaoundé 4, le professeur Alain Fouguet en pleine journée est obligé de bloquer les portes Yaoundé 3, de bloquer les portes de la mairie. Nous avons vu en Konsamba où les gens... C'est une tentative de déstabilisation, sûrement. Les gens avec des haut-parleurs crient, établissez-nous les papiers. Moi je pense que dans un pays sérieux, le ministre de l'administration devrait rapidement monter au chrono et inviter même ce sous-préfet et ces maires-là très rapidement dans son bureau pour leur dire, nous sortons d'un contentieux électoral en 2018, il ne faudrait pas que nous exposons aux yeux du monde que la médiocrité gouvernementale est née chez nous et que la fonction publique doit être de temps en temps substituée par le militantisme. Le RDPC n'est pas un parti État. Un sous-préfet reste un sous-préfet et il n'est pas sous-préfet d'un parti politique. Merci. Donc le problème devient systémique. Moi je vais finir rapidement. Moi je veux, parce que demain c'est samedi. Demain c'est samedi. Certaines personnes peuvent digérer le fait qu'ils n'ont pas pu obtenir le papier. Heureusement que j'ai fini par obtenir les miens, parce que je n'allais jamais digérer. Ah bon, vous avez obtenu? Non, moi je le dis, j'ai fini par obtenir les miens. Mais finalement, il n'y a que des exceptions alors. L'UTMBK. On n'a pas dit que c'était dans tout le Ça ne convainc pas les téléspectateurs. On n'a pas dit que c'était dans tout le Vous avez eu les papiers, les autres, ça veut dire que les autres ont des problèmes. Ça ne marche pas. Pourquoi vous voulez insister sur le fait que j'ai obtenu les miens? Vous avez fait comment? Je suis allé déposer, j'ai dit, le sous-préfet de Bamenjou n'a pas compliqué les habitants de Bamenjou. Mais dites au sous-préfet de Yaoundé 3 de faire comme le sous-préfet de Bamenjou, de faire comme le sous-préfet de Douala 2 et d'établir les papiers, c'est tout. Et s'il a des informations compromettantes? Les 15 informations, par exemple. Merci. Da Vinci, un mot sur ces difficultés-là que rencontrent certains candidats à MRC. Je voudrais d'abord saluer ici la hargne, le courage de tous ces Camerounais, ces AP, comme nous disons au MRC, parce qu'il faut dire que je suis désormais très proche du MRC, même si je n'ai pas encore pris la carte. Je suis même candidat à la mairie de Loum, ma ville natale, celle où je vis, en tant que postulant pour être maire au compte du MRC. Et ce que je voudrais profiter de dire ici, c'est que je saisis là la perche qu'a tendu le professeur Kamto et le MRC à la grande masse des Camerounais, que les lois scélérates du RDPC excluaient de la vie politique pour pouvoir être partie prenante de la vie politique et ainsi pouvoir candidater pour une élection tout à fait normalement sans pouvoir être militant dans un parti politique. Et j'aimerais rentrer dans l'histoire comme étant le tout premier maire camerounais élu en tant que membre de la société civile sans avoir été militant d'un parti, parce que le professeur Kamto avait donné cette possibilité. Et voilà. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que je voudrais saluer le courage de ces Camerounais qui, avec toute la volonté, qui se sont donnés pour être candidats à cette élection, mon ami Gilbert Pokama Yaoundé, Hervé Ngongan Pierre à Bafoussam, et ils se sont battus comme des beaux diables. Et ils ont fait pieds et mains, c'est-à-dire ils ont fait toutes sortes d'efforts. Finalement, hier soir, il m'appelle pour me dire, Joe, vraiment, je crois que l'histoire retiendra. Apparemment, il semble que réussir à être candidat à une élection, c'est-à-dire réussir à accéder au stade où on dit que tes dossiers sont complets. C'est-à-dire que c'est une bataille, c'est une épopée telle qu'il faudra raconter ça aux enfants comme les épopées de Chaka. C'est-à-dire que le fait d'arriver au stade qu'on dise que votre dossier est complet. Mon dossier est complet. Ah, vous aussi? Oui, mon dossier est complet. Ah, félicitations. J'ai payé 75 000 francs pour... Mais c'est du théâtre ici. Tout le monde, les dossiers sont complets, mais on se met à pleurer. Je vous réponds. Vous avez payé 75 000 francs pour ma non-redevance. On m'a mis toutes sortes de pièges.
Je débloque celui-ci, on dit qu'il faut payer ici. Je débloque celui-là, on dit que pénalité de machin. Je débloque, je me suis retrouvé finalement en train de débourser 75 000 francs. Bon, c'est passé. L'essentiel était que je puisse obtenir la qualité légale sur le plan administratif, sur le plan des papiers officiels, de pouvoir candidater. Je l'ai fait. Donc, je regrette seulement pour la grande masse qui ne pourra pas candidater. Autre chose que je voudrais dire, laissez-moi continuer un peu, c'est que ce qui se passe est tout à fait consubstantiel au système RDPC, qui est ce que j'appelle la violentocratie biaïenne. Écoutez bien, il faut que vous vous appropriez le néologisme. Pas la dictature ou la tyrannie, mais la violentocratie. C'est un système qui ne fonctionne qu'avec la violence. La violence à tous les niveaux. La violence au niveau du blocage de l'expression libre, de la parole, du blocage de l'expression de la liberté d'aller et venir, avec les marches. La parole, vous vous exprimez. Ben, je m'exprime, c'est un cas d'exception. J'ai arraché ma liberté d'expression au Cameroun de haute lutte. Non, ne dis donc pas qu'il y a blocage. Non, mais il y en a, je totalise un des records d'arrestation arbitraire les plus importants du Cameroun. C'est l'histoire. On ne peut pas nier cela. Donc, ce que j'étais disant, c'est que cette violentocratie fonctionne comme ça. Alors, ces sous-préfets qui fonctionnent de cette manière-là, ils fonctionnent selon la norme de ce système. Parce que ce système génère une violence non écrite, invisible, qui se manifeste par des exactions de ce genre-là. Alors, le sous-préfet, je ne sais pas s'il faut finalement apprécier mon sous-préfet de Loum. J'ai peur de l'apprécier. Parce que il a été génial, mon sous-préfet. Il n'y a pas eu de problème à Loum. Il a été très très disponible. Il a même travaillé le dimanche. Et il y a des candidats. Et il nous appelait, il m'appelait plusieurs fois. Il y a des candidats MRC là-bas. Bien sûr. J'en suis un. Donc ça veut donc dire que c'est un problème de système. J'ai peur en le félicitant ici qu'il peut avoir les problèmes. Donc vraiment, je tiens à lui tirer un coup de chapeau parce que vous le félicitez, il s'est écarté de la norme pour être dans la norme avec apostrophe. Donc ce système fonctionne de cette manière. Écoutez ce qui s'est passé avec les arrestations massives dans le MRC. Je l'ai traduit en chanson. Hein? Je vais vous la chanter, ça donne ceci. On vole ta chose, tu revendiques. Mais le voleur plus fâché que le propriétaire de la chose volée utilise également son armée pour te tabasser, utilise la justice pour te condamner. Je vous en prie. Les Camerounais doivent se réveiller, combattre contre la liberté. Voilà. L'investiture, les investitures comme mode de désignation, est-ce que c'est juste et impartial? Oui, je voudrais quand même vous dire d'être un peu sérieux quand vous invitez des Camerounais, parce que je commence à croire que nous sommes dans une émission de lamentation et de comédie. Parce que pour la première fois, je constate... C'est vous le comédien, monsieur Mikel. Pour la première fois, je constate d'abord qu'il y a deux MRC sur le plateau. Et puis vous occupez toutes les télévisions du Cameroun. Et il y a un artiste... Et il y a un artiste qui n'est pas... Il y a Maître Apollin. Nous attendons Maître Apollin qui n'a pas Maître Apollin, qui n'est pas loin de votre bord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est important d'avoir quand même des invités qui ont, n'est-ce pas, l'allure sérieuse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le délit faciès. Hein? C'est-à-dire, lorsque vous avez une allure qui n'est pas très sérieuse, vous êtes susceptible, n'est-ce pas, d'attirer la police. Bon, ce que je veux dire, c'est que vous constatez pour la plupart que les deux candidats que vous constatez ont effectivement des papiers. C'est-à-dire qu'ils sont en règle. Ça veut dire que les sous-préfets ont fait leur travail. Donc, lorsque vous venez devant les téléspectateurs camerounais, d'abord vous plaindre, alors que vous-même vous êtes en règle, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça a été obtenu très haute lutte, monsieur. Monsieur Dieu l'a conscience. Ça a coûté beaucoup d'argent. Je vous ai fait la loi ne prévoit pas. Je vous ai fait vous racontez des conneries. Je vous ai fait un privilège. Alors, mettez, c'est le temps de parole de André Luther Meka. Moi, j'ai l'habitude d'avoir la discipline de parti. On m'a dit que vous êtes là, je suis venu, j'aurais pu refuser, mais je suis venu. Parce que je connais un peu votre mentalité verbale, mais j'accepte de discuter avec vous. Donc vous allez me donner l'opportunité de parler aux Camerounais. Allez-y. Voilà. Donc je disais donc que lorsque vous constatez effectivement que les deux candidats du MRC ont les papiers, sont en règle, ça veut dire effectivement que les sous-préfets ont fait leur travail. Ça veut aussi dire qu'ils ont eu tous leurs papiers
leur papier était en règle, il n'y avait pas, n'est-ce pas, j'allais dire, de documents qui puissent, n'est-ce pas, interpeller la curiosité des sous-préfets. Donc on ne peut pas arriver à des conclusions sur des cas marginaux qui a fait ce n'est pas des cas marginaux, monsieur. Monsieur, ça se passe dans tout le Cameroun. Monsieur Dieu la conscience. Vous dites des inepties là. Monsieur Dieu la conscience. Da Vinci, à cette allure, je vais interpeller la rédaction d'Equinox de faire du sérieux dans la sélection des invités. Monsieur, Da Vinci, je vous en prie. Alors, Da Vinci, chacun son temps de parole. merci, monsieur. Son tour de parole. Lorsque je critique souvent le MRC sur le choix des personnes, c'est par rapport à ce genre... Cessez de parler de choix de personnes. C'est par rapport à ce genre de candidat. Hein? Vous voyez un candidat qui est à la limite. Non, ne nous entraînez pas. Vous aurez du travail, monsieur. Vous aurez du travail, monsieur. Vous aurez du travail. Il faut un casting. Il faut un casting. Donc, j'étais en train de dire que voilà, vous constatez que lui-même, il a dit ça, il n'a pas la carte du parti MRC. Donc, il est à la limite soit de la candidature indépendante, soit je ne sais pas de quelle candidature il s'agit, parce que quand vous êtes... qui sera le premier maire sortant de la société civile. Oui, mais il faut bien qu'on clarifie son statut. Est-ce qu'il est candidat indépendant ou candidat investi par le MRC? Et dès lors qu'on est investi par le MRC, on doit être militant du MRC. Non, donc, le professeur Capto a élargi à tout le monde. Bon, s'il a élargi donc à tout le monde, il faut bien qu'il y ait un casting, parce que lorsque vous constatez monsieur Dieu la conscience, qui notamment doit être aussi poli, il doit avoir une certaine allure, il devrait quand même être sérieux parce qu'il veut être maire. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un travail qui est fait, notamment par les sous-préfets, je l'ai dit à l'entame de l'émission, et ce travail est un travail de longue haleine. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un certain nombre d'informations qui sont répercutées au niveau, n'est-ce pas, de l'arrondissement par rapport aux candidats. Et il y a même la manière de se comporter. Vous voyez, vous venez de dire tout à l'heure que M. Fogé a assiégé, il a même fermé la mairie. Donc il y a cette arrogance, j'allais dire, ce problème comportemental, n'est-ce pas, des militants du MRC, qui ne sont pas visiblement respectueux et polis, n'est-ce pas, des autorités. Et cela peut amener en sorte que les autorités se braquent et puissent, n'est-ce pas, démontrer que c'est eux qui ont, n'est-ce pas, la décision finale. Donc, il est important aujourd'hui de sensibiliser également leur manière de s'adresser à l'autorité, leur façon de se présenter à l'autorité. Parce que dans les vidéos que je lis, dans les déclarations que je lis, il y a de l'outrecuidance, il y a de l'arrogance, et il y a même une sorte, n'est-ce pas, même d'impolitesse qui peuvent amener les autorités à se braquer. Moi, je me félicite du fait que j'ai constaté que M. Fotsing et M. Dieu la conscience ont félicité leurs sous-préfets et ont félicité le travail que les sous-préfets font. Et je peux vous dire qu'il y a des sous-préfets qui sont en train de faire le travail. Maintenant, moi j'ai peur souvent de la surenchère verbale et de la surenchère politique. Il est important que quand il y a ce genre de récrimination, qu'ils puissent avoir des preuves. Parce que parfois, certains font, n'est-ce pas, une surenchère pour pouvoir ameuter le peuple camerounais pour rien. Ok. Oui, justement, j'allais revenir sur ce que monsieur Lutemeka. Vous ne pouvez pas dire que les militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun sont agressifs, arrogants. On ne peut pas opposer à un pot de fer un pot de terre. C'est-à-dire que ceux qui sont en face ne sont pas autant gentils. C'est ça le problème. Figurez-vous, vous débarquez à une sous-préfecture, vous déposez vos dossiers et après 5 jours, on ne les signe pas. Le premier risque que vous courez est celui du fait que votre candidature risque de ne pas passer. Pour qu'on soit plus méthodique, si vous pouvez nous dire les sous-préfectures qu'on ne signe pas. Je parle de Yaoundé 4e déjà. C'est là où le professeur Foguet était hier. Le 3e autant. Mais vous avez dit qu'il a assiégé la mairie. Attendez, je n'ai pas dit que c'est vous qui utilisez le mot assiégé. C'est votre propre mot. Je n'ai pas prononcé ce mot sur le plateau et vous ne pouvez pas me le prêter. J'ai dit qu'il est obligé de fermer les portes. Il était obligé de s'y rendre et de dire que le sous-préfet doit signer ces documents. C'est parce que vous avez dit. Voilà. Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'il le fait? Comment est-ce que le sous-préfet, en tant qu'administrateur civil, chef d'État, peut amener un responsable d'un parti politique à venir dans son unité de commandement, même ne serait-ce que faire un bruit? Pourquoi ne pas régler le problème? Pourquoi en Consamba, les gens doivent utiliser les haut-parleurs, monsieur Lutemeka? À un moment donné,
je me dis que nous devons aimer le Cameroun et même polir son image. Quand j'ai vu les images de Konsamba, une seule chose est venue dans ma tête. Est-ce que ce sous-préfet est conscient de son acte? Parce que les militants de 9h jusqu'à 16h sont en train de crier avec les mains levées, signez nos documents. Seulement à cause des cris, le sous-préfet devrait signer les documents. Maintenant, quand vous dites avoir les informations sur des militants, je ne sais pas de quelle information il s'agit. Par exemple, quand on demande un certificat de nom de domicile, par exemple, ouais. Je ne sais pas, puisque si vous êtes voleur, ce n'est pas au sous-préfet. Le sous-préfet ne vous refuse pas le certificat. Si vous êtes condamné, c'est le tribunal, c'est le procureur qui ne vous délivre pas un bulletin numéro 3 du casier judiciaire. Le rôle du sous-préfet est de se rassurer et que l'usager habite dans sa circonscription et d'établir les certificats. Maintenant, quand vous parlez des informations, ça veut dire peut-être qu'il boit de l'alcool, peut-être il habite avec sa maman, peut-être, je ne sais pas. Il s'agit exactement de quelle information? Vous parlez de quelle information? Maintenant, dire que nous avons obtenu nos papiers et que les autres, sûrement, se seraient mal comportés. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas eu de problème que le problème n'existe pas. Il y a les cas espèces sur la table. Actuellement, on parle de Kiossi, où jusqu'à cette heure où nous parlons, les gens ne parviennent pas à établir les papiers. Or, le dépôt des candidatures sera fermé lundi à minuit. Comment est-ce que ces personnes vont faire? Est-ce que le fait qu'ils vont faire constater l'acte par voie d'huissier va venir annuler le scrutin? Vont-ils attendre 5 ans plus tard? Et entre-temps, est-ce que le procès va aboutir? À un moment donné, ne créons pas les problèmes de demain alors que les problèmes d'hier ne sont pas encore résolus. Les problèmes d'hier sont encore sur la table. Ne créons pas les problèmes de demain. Certes, il y a des sous-préfets qu'on peut apprécier. J'ai pris le cas de celui de Bamenjou, j'ai pris le cas de celui de Douala II. Peut-être beaucoup d'autres sous-préfets qu'on peut apprécier. Mais ça n'enlève rien sur le fait qu'il y a d'autres sous-préfets que le ministre de l'administration devrait déjà les interpeller. S'il n'y a jamais ce problème n'est pas systémique, pourquoi le gouvernement reste muet? Pourquoi dans certaines mairies le maire disparaît? Parce que pour avoir un excès d'acte de naissance, normalement ça ne prend pas 10 minutes. C'est juste déposer ton acte, on va chercher on va fouiller les souches et puis on vous les délivre. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de débat, il n'y a rien à faire là-dessus. Mais comment ça peut prendre 4 jours? Pourquoi 4 jours? Est-ce que la mairie n'a pas de personnel au service d'état civil? Est-ce que le maire ne sait pas que les gens ont à faire? Mais ce qui est curieux, c'est que tous ces maires qui posent ces actes sont alors les maires du Rassemblement pour la Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est ce qui est curieux. Parce que j'aurais voulu peut-être que dans une commune où c'est le SDF qui gère, qu'on me dise que le maire SDF a disparu. Il y a des sous-préfectures où on nous dit un sous-préfet en congé. Alors qu'il venait d'être installé, il est déjà en congé depuis 4 jours. Des mairies où le maire disparaît avec ses adjoints. J'aimerais que vous dites que ce n'est pas bon. Dire que ce n'est pas bon ne voudrait pas dire que vous accompagnez le MRC. Ça voudrait dire que vous dénoncez des actes qui ne sont pas bons pour l'image de notre République. 5 minutes plus 5 minutes, ça fait 10 minutes. Non, je vous ai posé une question, André Luther. Je vous en prie, je vous ai posé une question, André Luther. Oui. Est-ce que l'investiture, oui, est-ce que c'est un mode de choix juste et impartial? Oui, c'est une... Vous avez vécu ça dans votre formation politique, le RDPC? C'est une très bonne question et c'est une question qui mérite la réflexion. Parce que la maturité politique est en marche au Cameroun. La maturité politique est un processus. Les primaires, en fait, c'est la base qui doit choisir. C'est qu'un idiot peut arriver au pouvoir par le fait qu'il soit célèbre et populaire. Et c'est pour ça que les investitures, en fait, c'est que le parti doit investir ceux qui ont des états de service, ceux qui ont de l'expérience, parce que quand ils reviennent, n'est-ce pas, dans le choix des hommes. Et c'est pour ça que j'ai toujours planché vers les investitures, parce que ça permet au moins au parti de donner les meilleurs candidats au peuple qui n'est pas souvent bien aguerri, qui n'a pas souvent toutes les informations des uns et des autres, et de pouvoir, n'est-ce pas, canaliser
n'est-ce pas, les candidats et les meilleurs candidats. Vous la conscience. Oui, je crois investitures, c'est mieux. Oui, les investitures... le parti choisisse qui doit défendre ses couleurs. Les investitures, quand elles sont faites, sont des interférences venues d'ailleurs, comme dans le parti des voleurs de la République, là, à côté de moi. Ils ont un langage... Vous n'avez pas qualité. Sur très haute instruction. Sur très, très haute instruction. Vous entendez, les gens sont en train de se battre là pour avoir les places dans les listes électorales, mais sur très haute instruction. Et on dit qu'il faut laisser que c'est elle qui soit candidat. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ce qui se passe. C'est ça qu'ils appellent investiture chez eux. Ils n'en savent que dalle. Vous comprenez? C'est ça qu'ils appellent investiture chez eux. Donc, mais je vous assure que les investitures, lorsqu'elles sont faites basées sur des critères constructifs, hein, je prends mon cas. Il peut me traiter de ce qu'il veut. La vérité, c'est que moi, je ne donne pas du chocolat. Il dit que je suis impulsif sur le plateau. Monsieur Meka, je ne suis impulsif pas du tout. Du tout. Je suis un monsieur cool, plein dans sa tête. Ça se voit. Ah ouais, je vous dis. Donc, j'agis par les actions. Vous le savez d'ailleurs. Et je ferai un très bon maire. Soyez tranquille. Donc, ce qu'ils font chez eux est caractéristique même du système RDPC, où tout ne se fait que sur très haute instruction, comme je vous le disais tout à l'heure, et le choix, la volonté du peuple, du bas peuple, est piétinée. Vous voyez, donc nous autres, on vient à la politique avec une nouvelle façon de penser. Quand je prends mon cas, je disais que les investitures doivent être basées sur des critères clairs, constructifs. Nous avons fait consulter nos dossiers de très haute lutte. Hier, à nous les avons bouclés et on est passé au tri. Et le camarade qui est l'ami politique, parce que chez nous, merci, on parle d'AP, ami politique, d'ailleurs je les salue tous, qui est venu pour faire le tri, est parti avec les dossiers et il a dit, ici, nous faisons des suggestions. Ça veut dire que les noms que nous faisons, et nous retenons ici, c'est 35 conseillers pour la commune de Loum, c'est des suggestions à l'attention du directoire. Et que, pour mon cas personnel, en tant que personnalité de la société civile, ça sera soumis particulièrement à l'attention du directoire. Alors, et il a ajouté que, Dieu la conscience, je prends votre dossier parce que je sais ce que vous représentez. Vous êtes une personnalité de société civile et on en discutera là-bas. C'est le directeur qui donnera ses critères. Alors, voilà, il faut rappeler que vous, Davinci Kameni, vous n'êtes pas sur ce plateau-ci en tant que membre représentant du MRC. Voilà, il faut que ce soit clair. Voilà. Il est en tant que quoi? Je suis en tant que Dieu la conscience, personnalité de la société civile, candidat à cette élection. Investi par qui? Qui sera investi par le MRC. Mais vous êtes là pour le MRC. Écoutez, on ne peut pas fonctionner comme vous voulez au RDPC. Donc, j'étais en train de dire que, dans mon cas, par exemple, les critères peuvent être très simples. Je vis à Loum. Je suis de par le combat de la liberté que j'ai laissé. Je parle très humblement, je voudrais dire avec tout le respect pour tous les combattants de la liberté qui nous respectent, et sans fausse modestie aucune. Ma petite contribution à la lutte pour la liberté de notre pays, que vous connaissez jusqu'aujourd'hui, fait que je suis devenu, bon gré mal gré, on peut m'aimer, on peut me détester, le citoyen de Loum le plus connu de chez moi à Loum, à l'intérieur et même à l'international. Donc, et je jouis d'une popularité assez positive aux yeux des populations, dont je défends les causes tous les jours. Par exemple, l'une de ces causes, permettez-moi, c'est la guerre... Nous sommes en campagne. Hein? Non, pas la campagne. Nous ne sommes pas encore en campagne. Non, je vous en prie, il faut déjà que votre dossier soit retenu pour que... Alors, je vous en prie. La guerre que j'ai menée, par exemple, dernièrement, contre les présidents des APE. La guerre? Oui, c'est une guerre, parce que les proviseurs du lycée et les présidents d'APE... Donc ça n'a rien à voir avec la thématique, je vous en prie. Voilà. Faustine Zodou, donc ces investitures, c'est un modèle à apprécier par rapport au primaire. Vous n'êtes pas d'accord avec André Luther Meka? Moi, à titre personnel, oui, je suis un démocrate. Ça dit que ça peut ne pas être la démocratie occidentale, chacun peut donner la définition qui lui convient. Mais moi, je pense à un moment donné que ceux qui dirigent doivent jouir d'une certaine légitimité. Effectivement. Est-ce que c'est ce qui se passe pour ce cas-ci au MRC?
Moi, j'aurais voulu. Ok. Moi, vous savez, Serge Alain, je ne fais pas des partis politiques une religion. Ça dit, moi, j'essaie de dire non quand je ne suis pas d'accord. Je dis encore et j'insiste, si mon avis comptait sur le choix des candidats, j'allais demander qu'on aille au primaire. Oui. Alors, si on estime, comme le dit André Luther Meka, que lors des primaires, et ce qu'il dit est très pertinent, il on peut avoir des générations spontanées ou des personnes immatures sans expérience, mais qui jouissent d'une très forte popularité. Oui, des fous même. Hein, et qui s'improvisent comme ça et obtient les voix. On peut investir des fous qui juste d'une popularité. Comme chez vous. Je vous en prie, professeur d'université. Mais j'aurais voulu que si on a peur d'avoir de telles personnes, et que le directoire essaie de faire une sélection de 3, 4, 5 personnes qu'il estime être capables d'obtenir un mandat et de mener à bien ce mandat, mais qu'on laisse la base porter son choix. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que le système que nous critiquons actuellement au Cameroun... Est-ce que la base a fait son choix au MRC? Est-ce que vous êtes en Le MRC n'est pas le parti de l'imposture. Non, il dit que si son avis je vous donne mon avis personnel. C'est le fait de l'esprit. Je vous ai posé une question simple. Je vous donne mon avis. Non, ce n'est pas le cas. Je vous pose une question simple. Réponse simple, question simple. Le MRC a fait les primaires. Vous connaissez ce parti. Vous ne répondez pas. Je la confiance. Le MRC n'a pas voulu journaliste. Très bien. Mais ça, c'est mon avis personnel. Ça, c'est mon avis personnel. Très bien. Bon, maintenant, vu le temps imparti pour la finalisation des dossiers, faire aussi les primaires était risqué. Parce que convoquer le corps électoral et donner 2 semaines aux partis politiques... Encore que, permettez-moi, Zojo, que c'est eux qui détiennent, qui prennent en otage le calendrier électoral. Oui, mais si le calendrier électoral était connu et su à l'avance, on aurait du temps pour faire les primaires. C'est justement ce que je dis. Le calendrier électoral convoquer non, monsieur de la Conseil, le calendrier électoral tout le monde savait qu'on devait faire l'élection. Qui le savait? Je vous en prie. C'est Footing Zodjou qui a la parole. Convoquer le corps électoral et donner 2 semaines aux partis politiques, sincèrement, c'est trop juste. C'est tuer les partis politiques, c'est obliger les partis politiques à fonctionner à leur rythme. Parce que pour faire les primaires, c'est jalon, il y a un temps de campagne, il y a un temps de sélection, il y a un travail de fond. Il faut constituer même les commissions de supervision et après les primaires, il faut que ceux qui ont gagné déposent les candidatures, et ainsi de suite. Donc ça demande 1 mois, ça demande 2 mois, ça demande même plus. Donc moi je pense que tous les partis politiques sont tombés dans le piège du RDPC. Comme d'habitude. Obligation de faire les investitures, parce que si jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore fini de constituer les dossiers, alors que le temps est très juste, imaginons qu'on avait accordé 7 jours pour organiser les investitures, et que c'est seulement depuis ce lundi qu'on avait commencé la constitution des dossiers, je suis sûr qu'aucun parti politique n'allait arriver à cette élection. C'est pour cette raison qu'il faut, au-delà des autres combats que les partis politiques de l'opposition mènent, il faut insister sur la réforme du code électoral. Parce qu'en fait, c'est cet instrument-là que le régime utilise pour obliger les partis politiques à marcher en leur rythme. Est-ce que là c'est plus possible? En fait, oui, ça dit que, vous savez, nous avons refusé la politique de la chaise vide. Oui. On aurait dû, même comme les autres ont estimé, ne pas aller à cette élection. Mais il y a des gens à qui il ne faut pas donner des leçons. Certains spécialistes estiment que le retrait de l'opposition devrait être une leçon ou un message à l'endroit du gouvernement. Mais ce gouvernement est sourd. C'est-à-dire qu'on ne fait pas une leçon de conscience à quelqu'un qui ne jouit pas, ou du moins qui ne fait pas preuve de jouissance d'une conscience. C'est pour cette raison que on acceptait aller aux élections malgré les irrégularités, malgré les pièges, mais personnellement, les investitures constituent un piège. Personnellement. Maintenant, la manière d'organiser les primaires peut changer. On peut aller sur la base
des expériences, des travaux, des activités accomplies sur le terrain, de la popularité. En fait, c'est un ensemble d'éléments. On sélectionne les candidats, on propose aux militants de base et on demande aux militants de base de choisir entre 3, 4, 5 personnes. Parce que le pied des investitures, et là il faut le dire, parce que nous ne luttons pas seulement pour 2019, le peuple a beaucoup d'autres échéances électorales à participer et la politique ne s'arrêtera pas sur le RDPC, les MRC, les partis d'aujourd'hui. Le pied des investitures, c'est que nous sommes une nation où le népotisme a intégré les mentalités. Le favoritisme a intégré les mentalités. Il est très difficile que lors des investitures, les gens qui jouissent d'un très grand lobby au sein du parti et qui ont déposé les candidatures, il est très difficile pour eux d'être recalés pour prendre des personnes qui jouissent d'une légitimité. C'est ça le pied des investitures. Et les investitures ont aussi ceci de néfaste, c'est qu'après les investitures, il y a beaucoup de personnes qui entrent en colère, il y a des gens qui font des dénonciations, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, alors qu'on aurait dû même les envoyer au premier et qu'on les batte plutôt par là-bas. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on publie la liste, vous voyez, j'ai même vu une autre, pour parler même du cas du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et j'ai vu une autre qui circule tout à l'heure, où un ensemble de militants d'une circonscription veut démissionner, parce qu'ils estiment que ceux qui ont été investis, ils ne se reconnaissent pas en cette personne-là. Et je pense que cela risque... C'est la dictature du sommet sur la base. Et cette dictature-là, c'est ce que moi, Fautine, personnellement, je combats. Que ce soit dans mon parti politique, que ce soit dans la société camerounaise, à chaque fois qu'on veut trouver des dirigeants, il va falloir qu'on prenne des personnes qui jugent d'une certaine légitimité. Oui, mais je voudrais ajouter à votre sens. En délitant mes cas, dictature du sommet sur la base, en imposant... Dans le RDPC, c'est un système hybride. Parce qu'il y a également les primaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est le scrutin des listes. C'est-à-dire que les militants avaient le choix de faire des listes. Et après les listes, il y a ce qu'on a appelé la méthode consensuelle. C'est-à-dire qu'on a essayé de fusionner les listes avec les candidats et on a pu, n'est-ce pas, permettre à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, une élection au sein, n'est-ce pas, des militants pour pouvoir fusionner les listes. Ça, on appelle ça les primaires. Ça se passe partout. Voilà. Partout, c'est comme ça. Je suis donc en train de vous informer que ça se passe comme ça au RDPC. Donc, ce n'est pas les investitures stricto sensu. C'est effectivement les primaires, mais en prenant compte, n'est-ce pas, de ceux qui ont eu des états de service assez aguerris, qui sont chevronnés et qui peuvent mieux représenter le parti. Et c'est eux qui sont tête de liste. Donc, ce n'est pas les investitures à proprement parler de façon stricte. Ok. Voilà, on va donc observer notre première pause. Le temps d'aller rencontrer Nadine Yambou pour le journal de 20h. Bonsoir Nadine, au menu ce soir du 20h. Bonsoir Stéphane Autou et bonsoir également à vos invités. Ce soir, nous reviendrons sur les travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC qui se sont achevés ce vendredi à Yaoundé. 16 résolutions ont été adoptées par les 6 chefs d'État de la sous-région et malgré les multiples défis qui freinent la stabilité des objectifs de la CEMAC, les dirigeants ont réaffirmé leur volonté d'avoir une monnaie forte et stable et souhaitent également que la libre circulation soit effective dans la sous-région Afrique centrale. Les grands axes à suivre au journal de 20h sur Equinox Télévision. Et quelles sont les places réservées aux personnes vivant avec un handicap lors de la confection des listes de candidatures pour les municipales de 2020 au Cameroun? La question se pose au moment où le seul handicapé, Amu Omesala, la liste a d'ailleurs été recalée, provoquant ainsi un grabuge. Ce dernier dénonce les magouilles, ainsi visant donc à bafouer la circulaire du chef de l'État, Paul Biya. Nous irons également voir le quotidien des sinistrés de la catastrophe de Ngouaché dans la région de l'Ouest Cameroun, plusieurs jours après le drame. Ces populations donc attendent toujours d'être recasées, tel qu'annoncé par les pouvoirs publics. C'est Jeanne Autou. Voilà, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, on se retrouve tout de suite après le journal de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause journal. Le journal de 20h avec Nadine Yambou.
Et qui nous soit sur ce cas qui nous vient de Meyo Messala, ce militant RDPC mis de côté par la commission de supervision des sélections des candidats RDPC pour les élections de février 2020. Et aussi, nous avons sur ce plateau Fotsing Zodjou, il va nous dire, on va revenir sur cette plantation, cette exploitation qui a été détruite du côté de l'ouest du Cameroun pour comprendre ces deux versions qui s'affrontent. Nadine Yambou. Bonne soirée à vous et bon week-end. Merci, bonne soirée à vous et bon week-end également, Sajala. Voilà, Nadine Yambou, on se retrouve donc vendredi prochain lorsqu'il sera 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour sur le plateau qui nous soit, toujours en compagnie de André Luther Meka, Davinci Kameni, Joe la Conscience et Fotsing Zodjou. Il faut le préciser, madame, monsieur, que nous avons invité ici, sur ce plateau, deux représentants de deux formations politiques, à savoir André Luther Meka pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et Fotsing Zodjou du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. À côté d'eux, deux membres de la société civile. Davinci Kameni, proche du MRC, et Maître Apollin Pepiezep, proche du RDPC. Maître Apollin Pepiezep n'est toujours pas là, son siège est vide. Merci pour cette précision. Fotsing Zodjou, on a vu sur ce reportage, deux versions s'affrontent. Vous connaissez bien cette plante? Dites-nous. En fait, moi, je pense que s'il s'agissait du chanvre indien, oui, le propriétaire de la plantation ne serait pas libre. Ça, c'est la première chose. Oui. Parce que découvrir une plantation de chanvre indien, ça dit que on n'en parle pas comme si c'était un jeu. Parce que quand on t'arrête pour avoir cultivé de la drogue, la justice te poursuit et la loi est très sévère là-dessus. Alors, si on arrive à ouvrir un débat là-dessus, c'est justement parce qu'il y a problème. Et je ne pense pas que les autorités peuvent confondre un champ de chanvre indien, parce que je me dis que la gendarmerie est assez fournie, assez formée pour constater très rapidement les différents types de drogue. Voilà. Maintenant, cette plante en fait est une plante qui fait problème. Oui. C'est une plante qui fait problème parce que si on entre dans la géostratégie pharmaceutique, on va se rendre compte que cette plantation n'est pas la première du genre à être détruite. Déjà que on a eu un Africain, un Congolais de la RDC qui avait fait une thèse sur cette plante et avait démontré scientifiquement que cette plante était préventive et curative pour le paludisme. Voilà. Et elle a été directement cultivée par beaucoup d'autres acteurs qui estiment que le paludisme étant un vrai souci de santé sur notre continent, pourrait désormais avoir sa solution à la portée de main. Alors, un pays comme le Tchad, par exemple, avait engagé sa distribution et un communiqué du gouvernement tchadien qui date de maximum un mois, qui circulait où le gouvernement interdisait la vente de cette plante, estimant qu'elle était dangereuse pour la santé. Pourtant, au Congo, il y a une femme, elle est française, elle est directrice d'une entreprise qui s'appelle la Maison de l'Artémisia au Congo-Brazzaville. Et elle distribue depuis, je pense, 2013 cette plante sur le sol congolais, tout en vantant ses vertus et ses solutions contre le paludisme. Alors, au vu de tout ceci, il y a une véritable guerre géostratégique actuellement qui se mène, qui se fait contre cette plante. Parce que, vous savez, ces jalons, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur le plan politique, la vérité est que l'économie est un monde plus compliqué que la politique. Il y a un certain président français, François Hollande, qui disait
Il y a un homme qui pilote toutes les politiques. Cet homme ne parle pas, on ne le voit jamais. Il s'agit de la finance internationale. Et c'est cette question de finance qui a valu sa tête à la tête de la France. Et justement, il avait été remplacé par un homme qui est proche de la finance. Ça fait que... Emmanuel Macron. Ça fait que cette plante est un obstacle pour les firmes pharmaceutiques. C'est ça la vérité. Parce que cette plante, je la connais. Moi, je l'ai. Je l'ai derrière chez moi à Bamendjou. Ah, vous avez chez vous? Oui, ici, ils peuvent aller à Bamendjou détruire ça dans mon champ. Moi, je n'ai aucun problème. Je l'ai derrière. Subir le même sort que lui, là. Je dis. Vous n'allez pas participer aux élections? Je l'ai derrière. Non, bon, les élections, c'est pas la fin de ma carrière. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens. Et même pour le paludisme. Et si le peuple Bamendjou a besoin de vous? Oui, justement, ils ont aussi besoin de moi pour leurs soins de santé. Oui. Moi, je ne pense pas que la Temesia soit la seule et unique plante médicinale qu'on peut interdire, parce qu'il y a des plantes même sur le marché qui se vendent partout, qu'on devrait normalement interdire. Est-ce que ça ressemble au chanvre indien? Ça ne ressemble pas au chanvre indien. Ça ne ressemble pas au chanvre indien. Une raison est quand même mercantile. Et même si ça ressemble au chanvre indien, moi je pense que lorsqu'on découvre un champ de chanvre indien, la première chose à faire, c'est de mener une étude au laboratoire. Et après l'étude, on procède d'abord à l'arrestation du propriétaire du champ. Sauf que nous sommes dans un contexte où, au même moment donné qu'on est en train de détruire les champs, les caméras sont là, le propriétaire est en train de discuter avec les autorités. Ça veut dire que la vérité sur les faits n'est même pas déjà établie. Ah oui. Et d'un côté à l'autre, les gens sont en train de douter de quoi il s'agit exactement. Alors, on parle de deux versions. Lui, il dit que c'est une plante médicinale, comme vous dites. Là-bas, les autorités disent que c'est du chanvre. Oui, mais ces jalons, dites-moi, puisque moi, je connais la loi sur la drogue. Moi, j'ai vu des gens, quand j'étais tout petit, qui ont été arrêtés pour la distribution de la drogue. Combien de fois ceux qui cultivent? Puis dans d'autres pays, on cultive le cannabis et bien d'autres. Mais chez nous, c'est interdit. Alors, je ne pense pas qu'on peut procéder à la destruction d'un champ de chanvre indien avec un cultivateur qui est en train de faire un débat. Et à l'heure où je parle, il n'a pas encore... Je ne pense pas qu'il a été arrêté, enfermé. Il est lié parce qu'on dit il y aura débat. Mais pourquoi il y a débat? Mais comme je dis, moi je reste sceptique, c'est que cette plante aujourd'hui fait problème. Cette plante fait problème. Et moi, j'aimerais que la vérité sur l'affaire soit portée à l'attention du public. Dans la mesure où depuis hier, je vois ça court là sur les réseaux sociaux, les panafricanistes sont en train de dire justement, est-ce que notre gouvernement serait aussi déjà soumis au diktat des firmes pharmaceutiques? Alors que nous savons que le paludisme est la première cause de la mortalité en Afrique. C'est-à-dire que tous ceux qui trouvaient des solutions contre le paludisme en Afrique devraient être célébrés. Ils sont plutôt combattus. Devraient être célébrés par les Africains. Malheureusement, ils sont combattus parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire dans la médecine moderne, il y a des solutions de la médecine naturelle très efficaces contre le paludisme. Même si les gens n'osent pas faire la promotion parce qu'on attend que les gens soient malades, on les administre des soins qui coûtent excessivement cher et on revient nous sortir des rapports du genre 70% des coûts de mortalité sont dus au paludisme, ainsi de suite. Pour ce qui est de cette plante, moi, j'ai la ferme conviction parce que je la consomme. Si ça a des problèmes, bon, je ne pense pas, moi, jusqu'à présent. Vous la cultivez, vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai pas seul. Vous êtes pas seul là là-bas? Je dis que ce n'est pas la seule plante que je cultive ou que j'expérimente. J'expérimente la glycérine. J'expérimente beaucoup d'autres choses qu'on a dit que ça ne devrait pas pousser. Au Cameroun, j'expérimente les fraises, j'expérimente les pommes. Puisque moi, j'estime que si nous devons avoir la liberté, si nous devons avoir le développement, et c'est ce développement pour lequel je me bats, nous devons nous mettre en pole position dans la production. Et lorsqu'on parle de production, il va falloir faire l'expérimentation. Ça ne va pas en droit de ligne avec les intérêts. Et Dieu la conscience sur cet élément qu'on a regardé sur 20 heures. Oui, sur cet élément, moi je pense que en allant en droit de ligne avec le propos de Zojo, il s'agit là des intérêts, de la mise en jeu des intérêts mercantiles de la haute finance internationale. Vous savez, la haute finance internationale, ce sont ces multinationales qui tiennent le monde. Les industries pharmaceutiques ou pharmacologiques, je sais plutôt bien, hein, qui ne veulent pas du tout qu'on empiète sur leur chasse gardée. Parce que c'est quand même curieux de voir que
tous les chercheurs africains, ou de prise de façon plus grande, les chercheurs du tiers-monde, issus du tiers-monde. Parce que je me souviens, il y a eu un Colombien, il y a quelques années, au moins une vingtaine d'années, qui avait découvert un médicament, je crois un vaccin, je me souviens plus son nom, contre le paludisme toujours. Ce monsieur est mort dans des conditions, on n'a jamais su comment. Ça rappelle également la situation du sida avec le docteur, le professeur Nomangou, je crois bien. Hein? Voilà, donc non seulement, voilà, donc on s'emploie à dessiner le diable sur la plante en question, parce que là c'est de l'artémisiane, c'est-à-dire que la plante qui produit le principe actif pour produire l'artéméter que nous prenons en pharmacie. Et prise de façon naturelle, c'est-à-dire avec la plante, elle est totalement débarrassée. Elle est plus efficace même. Elle est totalement débarrassée de... Elle est sans effet secondaire. Sans effet secondaire, des effets chimiques. Mais alors, puisqu'il faut que la finance internationale fasse de l'argent, et cet argent, ça s'estime en milliards de dollars, en milliards de yuan, il faut absolument accuser cette plante d'être une plante de mauvaise nature et obliger nos gouvernements à la détruire. C'est de ça qu'il s'agit. Et lorsque vous ne le faites pas, je prends l'exemple de notre politique agricole. Vous devenez ministre de l'Agriculture aujourd'hui dans un pays comme le Cameroun et vous commencez à mettre en place, à implémenter une politique d'autonomisation des intrants de la fabrication du pain, par exemple, la farine. Vous savez, c'est la farine de blé qui est utilisée dans la plupart de nos boulangeries. Je vous rappelle qu'il y a de superbes farines en plantain. Et je parle de patates. J'ai fait le salon international de l'artisanat en 2013, où plusieurs fois avant, il m'a été donné en compagnie de Bernard Djonga, le combattant Bernard Djonga. Nous avons fait le tour du salon. On a découvert que les Camerounais produisaient des farines vraiment en des tubercules et des céréales que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors quand vous mangez le pain ou le gâteau issu de ces farines, mais on se demande pourquoi est-ce qu'on importe la farine de blé, puisqu'aujourd'hui, ça ne répond même de rien. Alors vous devenez ministre dans un pays aujourd'hui, là, comme le Cameroun, vous vous mettez à planter des centaines d'hectares de céréales en vue de la transformer pour aboutir à la farine. Mon cher ami, je crois que votre destin comme ministre dans ce gouvernement sera que très très court. Parce que ça va mettre en danger les intérêts de toutes ces multinationales qui nous imposent l'importation des farines de blé et autres. Okay. Donc, je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Mais il nous revient, à nous, à nos États, d'arracher notre indépendance économique de ces pays-là qui sont c'est-à-dire des pays très dangereux. Il y a un monsieur que j'aime pas beaucoup, qui était un ami, mais à cause de son virement idéologique, de son instabilité idéologique, Banda Kani, hein, qui les caricature très bien comme étant des carnassiers internationaux. Donc, ces gens sont très dangereux. C'est à nous qu'il revient. Malheureusement, on est en place d'une gouvernance violentocratique du RDPC qui est totalement affidée et soumise à la finance internationale. Mais on a des panafricains comme celui à côté de moi, M. Meka, qui osent vous dire que leur gouvernement est un gouvernement panafricaniste, que le président Biya protège les intérêts de l'Afrique, quand il fait l'exception d'aller dans un des sommets où il ne va jamais. Parce que c'est le président le plus absent au monde. Ils disent que on va pas tout mêler. Bon, donc, je sors pour dire que vraiment, nous devons d'abord arracher. Merci. Nous devons arracher notre indépendance économique, prenant le pouvoir. Que vous pouvez supporter qu'il fasse pareil avec vous. Mais il a fait. Il m'a porté le propre plusieurs fois. Je veux qu'on reste poli sur Bon. Merci. André Luther Meka, sur cette, vous avez suivi ce reportage aussi, hein, ces deux versions qui s'affrontent finalement. On a suivi le propriétaire de l'exploitation agricole, il dit pour lui c'est une plante médicinale qu'il exploite, mais pour l'autorité c'est pas ça. Non, mais je crois qu'il faut faire confiance à l'autorité qui a toute l'expertise nécessaire pour pouvoir démystifier, pour pouvoir, n'est-ce pas, qualifier la plante.
On ne va pas croire que l'autorité a fait une descente pour rien. On ne peut pas croire que l'autorité a fait une descente pour rien et que l'autorité marche sans des experts. Parce que je crois qu'il y a des experts herboristes qui savent, n'est-ce pas, la qualité des herbes. Donc je suis aussi très agréable. Faut-il dire qu'ils connaissent cette herbe et que ça n'a rien à voir avec... Je suis très très agréablement surpris de constater qu'il y a un plaidoyer pro-domo du cannabis sur ce plateau et que la plupart, n'est-ce pas, des intervenants de ce plateau sont en train de faire un plaidoyer pro-domo. Ben vous le laissez continuer à m'insulter, M. Otto. Non, je vous insulte pas. C'est pas vous, c'est pas vous. Je vous insulte pas. Il a dit tout à l'heure que j'étais faux. Non. Il continue à dire. Il continue dans le même sillage. Je vous en prie, Davanti Kameni, restons. Il ne parle pas de vous. C'est par discipline du parti que je suis venu parce que je connais un peu son allure mentale. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est André Luther, vous aussi. Non, mais il m'empêche de parler carrément. Il continue aussi. On m'empêche de parler avec les autres. On est en train de parler carrément. André Luther, je vais vous laisser dire ça. Je vais laisser parler là. André Luther. Vous, universitaire de Caniveau. Je dis que vous êtes plus en santé que moi, mais ça ne va pas là. Calme donc. Voilà. Calme. Arrêtez ça, monsieur. On se calme. Oui, merci. Allez-y, André Luther. Bon, j'espère qu'on va finir l'émission. Oui, on va terminer l'émission. Je disais que j'ai constaté un plaidoyer pro-domo, n'est-ce pas, du cannabis. J'ai même eu l'impression qu'un militant du MSC a dit qu'il a tout un champ derrière sa maison du cannabis. Donc, nous en prenons acte. Et ça nous permet, n'est-ce pas, de revenir vers le passé et de se poser des questions sur les attitudes, n'est-ce pas, des militants du MRC. C'est très grave ce qui vient de se passer sur ce plateau où le militant du MRC dit qu'il a tout un champ. Et vous avez laissé passer ça. Vous avez laissé passer cela. Donc, moi, je suis un légaliste. Donc, pour vous, c'est du cannabis. C'est du cannabis. Mais les autorités ne sont pas des enfants de cœur. Sur quelle base scientifique? Ils savent très bien de quelle herbe il s'agit. De thèses s'affrontent. Il ne peut y avoir. Sur quelle base scientifique? Pourquoi il n'est pas encore en prison? Pourquoi il est en liberté? Pourquoi le coupable est en liberté? Pourquoi? Mais il est en exploitation. Ce problème pose pas de permettez qu'il termine. Permettez qu'il finisse. Je vais vous donner. Allez-y, André Luther. Je suis en train de constater. Je vous donne la parole. Je suis en train de constater effectivement que M. Fotzing a déclaré à Mondo Vision qu'il a tout un champ de cannabis et j'aimerais que les autorités prennent acte et j'espère que ce champ est, n'est-ce pas, que ce champ, n'est-ce pas, a une exploitation qu'on doit connaître, parce que si ce champ alimente les militants, ça devient tout un problème. Donc je dis que je prends le Camerounais à témoin. Il ne faut pas inviter des comédiens comme ça sur non, c'est pas de la comédie. Pourquoi vous ramenez tout au parti? Non, au MRC. Non, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que lorsque vous êtes un militant d'un parti et que vous aspirez à diriger le Cameroun, il faut être exemplaire. Il faut être une référence. Je ne peux pas être sur un plateau et qu'un militant du MRC dit à Mondo Vision qu'il a un champ de cannabis et que vous laissez passer cela. Hein, et que vous acceptez cela. Je suis plein de grâce. Je suis plein de grâce ce soir parce que je viens d'avoir une confirmation à Mondo Vision qu'il y a un militant du MRC qui a tout un champ de cannabis et il faudrait qu'on sache si ce champ alimente, n'est-ce pas, les militants. Monsieur Dieu la conscience, je n'ai pas pris cela en l'air. Il vient d'affirmer qu'il a tout un champ. Et il a dit qu'il a même d'autres champs qu'il expérimente, qui donnent des effets psychodropes, psychédéliques. C'est interdit chez vous. Vous avez tué André Luther, est-ce que faut-il m'empêche de parler? Vous avez assez parlé. Est-ce que faut-il a parlé du cannabis? Vous allez réagir. Alors tout ce qui est quel type de champ? Puisqu'il a dit qu'il ne s'en cache pas. On n'a jamais parlé du cannabis. On a parlé de la plante qui produit l'artémisine, qui est utilisée dans l'artémisine. Ce sont des plantes qui ont des effets psychologiques. Je crois que vous êtes universitaire. Moi, je dis il s'agit là du cannabis. Je dis et là, vraiment, vous n'avez pas qualité à c'est la démocratie qui vous met là. Vous ne pouvez pas discuter avec moi. C'est pas vrai.
Je vous en prie. C'est la démocratie qui vous amène là. Sinon, vous ne pouvez pas discuter avec nous. Votre premier livre. Soyez sérieux. Et je demande au MRC de nous envoyer des candidats sérieux. Allez, écrivez votre première publication. Quand il revient sur la plante. Vous dites que c'est pas du cannabis. Le Tameka, sincèrement, je doute fort de par votre posture intellectuelle que vous assistez non, à... précisez-nous de quel champ il s'agit. Que vous assistez à un déni de compréhension. Une déformation. J'ai dit ceci. Je connais la plante. C'est quelle plante? Et cette plante, elle n'est pas la seule plante médicinale qui se cultive au Cameroun. C'est ce que j'ai dit. Et j'ai dit que cette plante, le concerné dit qu'il s'agit de l'artémisia. Non, vous avez dit que vous avez un champ. Et si c'est ça. Et c'est du cannabis, c'est ce qu'on a montré à la télé là. C'est du cannabis. Sur quelle base vous le déclarez? Vous le dites? Mais je fais confiance aux autorités qui ont voulu cela. Le Tameka a dit que... Il y a la police scientifique qui allait faire les enquêtes. Bien sûr. Vous étiez là? Cette police est formée. Hein. Ah, elle est formée. Elle est bien formée. Dans nos bureaux d'enquête. Mais je suis plein de grâce ce soir. Les militants du MSC ont, n'est-ce pas, dit solennellement qu'ils ont des champs de cannabis. C'est tout. Vous dites que vous êtes candidat à la 5e. Vraiment. Vous êtes candidat et c'est comme ça que vous réagissez sur le plateau. Vous l'avez pas dit. Je vais revenir sur ce que j'ai dit parce que c'est important. J'ai dit ceci. Je connais comment la loi camerounaise punit la distribution de la drogue, combien de fois la culture de la drogue. La consommation. Je doute fort que si on constate dans ce pays un champ, un hectare de chanvre indien, l'auteur, le propriétaire de ce champ sera en liberté encore en train de faire parce qu'il y a un débat qui est ouvert sur la qualité de la plante. Et j'ai dit, pour retorquer, nous sommes sur le même plateau. Je connais la plante parce que cette plante a une histoire. Elle a une histoire parce que... Mais de quelle plante parlez-vous? Donnez le nom de la plante. Le monsieur vous a dit que la plante c'est de l'artémisia. Et je vous ai répondu, mais vous avez dit tout à l'heure que la police ne se trompe pas. Ça veut dire que si la police arrive dans votre quartier, que vous êtes à quoi, la police vous fait savoir que vous êtes comme ça à Yassa, vous allez dire que la police ne se trompe pas. Je dis ceci, chers compatriotes. L'artémisia est une plante qui est en train d'être combattue. Je le dis en tant que patriote et panafricain. En tant que chercheur. Ça me dérange parce que le monsieur vous explique qu'en fait, parmi les médicaments que vous achetez dans les pharmacies, les molécules qui sont utilisées proviennent de cette plante. Il a quelle formation pour expliquer? Est-ce que vous avez posé la question à savoir qui il était? Il est passé dans une faculté de médecine. Je vous pose un autre problème. Il est passé dans une faculté de médecine. Je vous pose un autre. C'est du cannabis, c'est tout. Je vous pose un autre. Vous avez tué ce pays. Vous avez vraiment... Je crois qu'un des problèmes, un des chantiers les plus grands que nous aurons quand nous prendrons le pouvoir dans ce pays, c'est en cultivant le cannabis, c'est venir faire un l'université de ce genre d'universitaire. C'est une plante qui est une drogue. C'est une plante qui est une drogue. C'est vous qui donnez ce nom. Les autorités ont parlé de cannabis. Ça veut dire que si les autorités disent que le Tameka s'appelle désormais André-Marie Talla, le Tameka va accepter. Mais non, l'expertise nécessaire. Mais ça veut dire que si désormais on dit que vous vous appelez Fotine Zonzou, l'officier d'état civil dit que vous appelez désormais Fotine Zonzou, vous allez estimer que l'officier a l'expertise de la plante. Je vous avais posé une question. Pourquoi l'auteur de cette plantation n'est pas encore en prison? Répondez à la question. Répondez à la question parce que j'ai vu des gens qui ont été arrêtés pour consommation de drogue. Et j'ai vu des gens qui ont été arrêtés pour distribution. Ils n'ont pas dormi 2 jours. Perdu du temps pour... En cellule, ils se sont retrouvés en prison. Combien de fois le producteur? Mais vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème? Comment vous faites comme si on vous a... On a soustrait votre capacité de compréhension et même d'analyse? Les autorités ont dit c'est une drogue, c'est du cannabis. Vous n'avez aucune expertise pour dire le contraire. Vous n'êtes pas médecin. Pourquoi le concerné n'est pas en prison? Pourquoi le concerné n'est pas en prison? Ok.
Bon, on va rapidement passer au deuxième, je crois que à ce rythme, on va pas s'entendre. Ah, on va pas s'entendre. On va pas s'entendre. Voilà, juste, je continue avec vous, André Luther Meka. Vous avez également vu dans le journal de Nadine Yambou une personne vivant avec un handicap qui se plaint d'avoir été mise de côté par cette commission de présélection, de supervision pour les élections de février 2020. Ben écoutez, moi je suis désolé pour lui, il doit être fair play. Et je peux vous dire que dans le RDPC, tous ceux qui ont été soutenus par la base ont effectivement intégré les listes. Donc s'il n'a pas intégré les listes, ça veut dire qu'effectivement il y a eu un souci. Il dit justement qu'on n'a pas respecté à la lettre ce qui est dit dans la circulaire de votre président national. Non, la circulaire est bien respectée. La circulaire est bien respectée et il y aura toujours des mécontents. Ça veut dire que Kavaye va... Monsieur de la conscience. Monsieur de la conscience. Monsieur de la conscience, soyez consciencieux. Attendons seulement. Vous avez pris un pseudonyme de conscience, soyez consciencieux. Attendons de voir. Donc, si effectivement il n'est pas dans la liste, cela veut dire qu'il n'a pas eu l'assentiment nécessaire, n'est-ce pas, des militants, parce que dans toutes les procédures qui ont été mises sur pied dans le parti, il y avait la méthode consensuelle. Et dans cette méthode consensuelle, on intégrait, n'est-ce pas, tout ce qui était soutenu par les militants dans les listes. Donc, il y aura pratiquement ce genre de déclaration parce que tout le monde ne pourra pas être dans des listes. C'est vrai qu'il était handicapé et qu'il était important qu'on puisse, n'est-ce pas, considérer cela, mais dès lors qu'il y a eu un certain nombre de critères, parce qu'au-delà, n'est-ce pas, de ce qu'il dit, il est clair de voir si tout le dossier était en forme, si effectivement il était dans une liste, parce que tout cela, même le journaliste devait présenter ça. Est-ce que tous les dossiers étaient en forme? Il devait présenter ses dossiers, il devait également présenter s'il était dans une liste et qu'il n'a pas été intégré dans la liste. Donc il peut y avoir des cavaliers solitaires qui effectivement... Et ne pas s'accrocher seulement sur l'handicap, on va le dire. Non. Est-ce que tous les éléments du dossier, comme vous dites, est-ce qu'il a respecté tous les autres éléments? L'handicap pour moi n'est pas un problème parce qu'on doit prendre en considération l'handicap. Mais est-ce que les dossiers, les dossiers étaient complets? Est-ce qu'il a respecté la procédure? Est-ce qu'il était dans une liste consensuelle? Tout cela est à vérifier. Donc pour moi, je crois que c'est un cas isolé. Je suis vraiment désolé pour ce camarade. Je compatis. Mais effectivement, à un certain moment, quand on n'intègre pas une liste et qu'il y a eu un travail méthodique, on doit être fair play. Ok. Laurenti Kameni, face à cette situation, même comme c'est un militant du RDPC, restons sur l'humain. Handicap. Moi je pense il se plaint. Je suis surpris de rien du tout venant de ce parti dangereux. Parce que c'est un machin, c'est même pas un parti politique. Non. Non, mais je le dis, j'assume ce que je dis. Non. Donc, vous n'allez pas le dire sur ce plateau. Soir, je vous en prie. Ok. Voilà. Bon, soyons... Donc, leur méthode, c'est ça. C'est plutôt le contraire qui devrait vous surprendre. Oui. Que la respectabilité des normes, des pourcentages. Parce qu'il se plaint justement que ce que le président national a prescrit n'a pas été respecté. Je crois qu'il y a une loi qui réaffirme le respect des minorités, des handicapés et ainsi de suite dans ce pays. Et puis le genre. Et je crois que pour les femmes, c'est 30% de femmes dans toutes les assemblées, ainsi de suite. Donc, que ce monsieur, un handicapé comme ça, ait constitué son dossier. Et puis je crois que le problème n'a pas été présenté sous forme de dossiers mal constitués. Oui, je sais pas pourquoi son camarade ici veut nous faire... Ils sont toujours spécialistes de plonger les gens dans des conjectures stériles et miasmatiques qui ne nous font pas avancer. Miasmatique, donc, ça veut dire quoi ça? Vraiment. C'était ce soir là. Donc, je pense que le RDPC ne peut prendre que de conneries comme ça là. Et ce monsieur, il ferait mieux de rallier le parti qui est devenu la véritable force agissante de l'opposition camerounaise, le MRC. Je crois qu'il y a un bureau de MRC juste à côté de chez lui. Et il devrait le faire comme moi je l'ai fait. Donc c'est tout ce que je peux dire. Qu'est-ce la place des personnes vivant avec handicap dans le MRC? Je veux dire rapidement qu'il y a un problème dans notre pays, c'est que les handicapés malheureusement ne sont pas respectés dans notre société. Là c'est un fait. Moi, une des choses que moi j'aimerais, s'il n'y a jamais ce régime change,
c'est que les personnes qui ont des difficultés de mobilité soient prises en compte. Moi, j'ai difficilement supporté de voir dans un arrêt bus un handicapé tenter de discuter la place avec des personnes qui ont... C'est-à-dire que ça me dérange de savoir que je suis en train de courir pour entrer dans un bus et qu'il y a quelqu'un tout juste derrière moi qui ne peut pas courir. Alors, les intégrer dans les listes des conseillers municipaux, les mettre au Parlement, permet de donner beaucoup plus d'espoir à ceux qui sont derrière. C'est important, même dans notre parti, c'est vrai que rarement, depuis que je travaille, j'ai vu des handicapés dans le parti. Mais moi je pense que si des personnes handicapées entrent dans le parti, il est important que ces personnes soient portées là où on décide. Et le fait qu'ils sont souvent recalés vient même de l'attitude, de l'esprit même que nous avons vis-à-vis de ces personnes. Du regard même qu'on pose sur ces personnes. Je pense que c'est un problème global et non même pas seulement un problème du RDPC. C'est-à-dire que même le peuple de base, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, ces personnes ne sont pas justement valorisées ou du moins considérées comme des personnes à part entière. Voilà, merci Faustine Zodou d'être passé une fois de plus ce soir. Merci. Luther Meka dit que nous cultivons du cannabis. À défaut d'avoir des arguments, il commence à faire Merci Davanti Kameni. Merci. Merci Serge Alain. Avant de partir, ce que je voudrais dire, c'est que l'un des grands chantiers que nous aurons une fois qu'on prendra le pouvoir, ça sera de restructurer l'école camerounaise afin de la débarrasser de tous ces diplômés qui n'ont aucune valeur, comme mon voisin d'à côté, et qui pullulent sur les plateaux de télévision tous les jours et racontent les inepties camerounais. André Luther Meka, merci d'être venu. Je vous remercie. J'implore les leaders politiques à choisir les vraies personnes pour représenter les Camerounais. Notamment à Loum, il faudrait des gens sérieux. Et j'irai visiter le champ de cannabis de M. Fossine. Et peut-être que je serai aussi édifié de la typologie des plantes médicinales. Voilà, madame. Nous avons invité, nous au RDPC, nous sommes sérieux et nous ne faisons pas des champs de cannabis. Nous avons des candidats valables. Et je crois qu'à Loum, vous allez voir le candidat du RDPC, ce sera quelqu'un de normal. Ok. Madame, monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, hôpital central de Yaoundé.